devenu l'Empire, mais franc. La France, qui n'a pris ce nom qu'à partir de 1190 environ, n'a jamais été composée de francs, sauf son gouvernement, ses dirigeants, ses chefs. La France est un pays de non-francs, occupé, dirigé, gouverné par une bande de francs. La France est née comme un territoire occupé. Et elle l'est toujours. Elle n'a pas cessé de l'être. Les commencements de l'histoire de France font de celle-ci l'histoire de deux conquêtes et occupations successives, l'une administrative par les Romains, suivie d'une autre exécutive par les Francs. Un jour donc, nous sommes devenus la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était qui, les Francs? C'est quoi? Mais à la base, en fait, dans le projet des rois comme Clovis, Charlemagne et tout ça, c'était même pas un imaginaire national. C'était un imaginaire d'empire romain. En fait, il y avait un peu cette abstraction de se dire, tout le monde avait conscience qu'il y avait eu un empire romain très très large. Et en fait, quand il y avait des conquêtes, Charlemagne, il s'est fait sacrer empereur. Mais globalement, c'était un titre un peu cool. Mais Charlemagne, il y croyait pas vraiment. Il s'est sacré empereur parce qu'il voulait se féliciter d'avoir mené des conquêtes qui ont permis de quasiment reformer une sorte de petit empire romain de l'époque. Et en fait, il y a beaucoup de dynasties qui vont vivre un peu dans ce fantasme de on veut reformer une espèce d'empire romain. Quand les conquérants pensent beaucoup comme ça. Mais à l'époque, on ne pense pas en tant que nation. On pense certainement pas. La première émergence du concept de nation, en fait, c'est les territoires administrés qu'on offrait à des régents, à des roitelets, à des comtes, à des trucs comme ça. Et c'est là qu'apparaissent les premiers termes qui vont donner plus tard les pays, en fait. Un franc. Je sais plus comment on dit pagas, pagus, un truc comme ça. Et tout d'abord, qui était le premier d'entre eux? Le premier roi de tous les Francs, Clovis. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Pacôme Thielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective et même très subjective, même si nous essayerons d'être le plus rigoureux possible. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'Empire n'a jamais pris fin. Épisode 4. Clovis, Charlemagne et compagnie, les rois. Clovis est né vers 466 et mort à Paris le 27 novembre 511. Son règne est mal connu. Les documents contemporains sont rares, une dizaine de lettres allusives, dont une qui lui est attribuée. La majeure partie de l'histoire de Clovis nous est parvenue par le deuxième livre de la chronique de Grégoire de Tours, 10 livres d'histoire, mieux connu sous le titre Histoire des Francs. Voilà, globalement, on a très peu de traces à part ce gars, quoi. Et ce gars qui a une vision, c'est un évêque, hein, c'est l'évêque de Tours, Grégoire de Tours, et globalement, il a un avis en mode, s'il aime pas quelqu'un parce qu'il est pas assez chrétien, il va dire de la merde sur lui, et voire même, il va pas parler de lui. Donc, en fait, c'est une histoire vachement chrétiano-centrée. Mais c'est aussi le pouvoir des chrétiens, hein. Le pouvoir des chrétiens, c'est d'avoir constitué très rapidement un réseau d'évêchés, d'avoir des outils tels que la transmission de savoir, les copistes et compagnie, et d'avoir de ce fait-là un pouvoir immense, hein, sur les royautés, sur les fidèles et tout ça. Enfin, l'évêque a parfois plus de pouvoir que l'administrateur d'un territoire, hein. À l'époque, c'est ça, hein. Et même un pouvoir militaire, hein. Parce qu'il est capable de lever des foules pour le défendre, il est capable de faire tout ça. Théoriquement, il n'est pas trop censé le faire. On peut lire que la mère de Mérovée, l'épouse du roi Clodion, fut séduite par une bête de la mer nommée le Kinotaure, mélange de requin et de minotaure. Ayant fait l'amour avec le Kinotaure, les deux sangs se seraient mêlés pour donner naissance à une dynastie investie. C'est que ce truc de 3D de con, là. De pouvoir magique. Childéric serait donc le petit-fils d'un Kinotaure. Oui, voilà. Alors, la légende des Mérovingiens, c'est ça, quoi. C'est qu'il y a une femme qui a été violée par un Kinotaure, quoi. Il y a un Pokémon violeur dans l'histoire. Peut-être faut-il prendre au sérieux, ne serait-ce que symboliquement, cette origine mythique. Parce que les Francs sont des requins. Pays fertile, industrieux, couvert de riches monuments, où une classe moyenne tendait toujours à se reconstituer comme un produit du sol après chaque tempête, était d'instinct conservateur. Il avait horreur de l'anarchie. Les communistes du temps, les bagaudes, dont les tentatives révolutionnaires avaient toujours été vaincues, n'étaient pas moins redoutés que les barbares du dehors.
La Gaule romaine désirait un pouvoir vigoureux. Ah oui, parce que les barbares du dehors, ils sont prêts à être des mercenaires aussi. C'est dans ces conditions que Clovis apparut. Oui. Oui. Bainville, dont Zemmour aime tant à se revendiquer, et que Darmanin citera comme une autorité à l'Assemblée nationale en 2022. La Gaule qui désirait un pouvoir vigoureux. Franchement, on n'en sait rien. Mais les membres de la noblesse sénatoriale, oui, sans doute, on peut leur faire confiance. D'où peut-être le recours à ces groupes barbares, à ces bandes qui vont épauler l'Empire pour maintenir l'ordre social. Leur utilité pratique... Bah oui, parce qu'à l'époque, il y a en fait, c'est peut-être le bordel, il y a les bagaudes, mais il y a plein d'évêques. Il y en a plein. Quand Clovis y débarque, sur le territoire qu'il souhaite administrer, il y a 150 évêques. Il y en a beaucoup. Et c'est avec eux qu'il va discuter. C'est pour ça qu'il va finir par se faire baptiser. C'est uniquement pour ça, en fait. C'est parce que voilà, c'est tranquille. Une fois qu'il se fait baptiser, bah ça y est, il a plein d'administrés dans des villes et il unifie le territoire facilement de ce point de vue-là. De mettre en scène la future conversion de Clovis au christianisme. Monsieur fait le museau pendant 1 an. Et après un laïus bien cringe sur le manque de soins portés à ses armes, il massacre le Gus qui a rechigné à rendre l'urne du papa. Bien plus qu'une question de justice ou de respect de ce qui est sacré. On y perçoit davantage une fierté vexée et la justification sentimentale et pseudo-morale d'un acte de violence gratuit. Mais cette anecdote est assez représentative de la façon dont le christianisme va être adopté par les Francs. Le christianisme des Francs ne va pas entraîner chez ceux-ci un changement de manière d'être qui les rendrait plus pacifiques, plus généreux ou plus sages. Pas du tout. Non. Le christianisme des Francs ne ressemblera ni au christianisme des premiers chrétiens, rempli d'obligations morales, ni à la spiritualité des 100 rois, bien sûr, mais bien plutôt à la greffe d'une superstition nouvelle dans une mentalité païenne archi-guerrière. Oui, en fait, globalement, pourquoi il se convertit? Parce que les évêques sont très puissants, ils ont une administration, ils administrent des territoires, il y a plein de fidèles. Et si on leur dit que le roi est le descendant de Dieu, eh ben globalement, ils se mettent dans la poche tout le territoire. C'est aussi simple que ça. Mais après, derrière, est-ce qu'ils veulent respecter l'évangile? Oui, bon, c'est une question pratique, quoi. C'est que tu convertis des convertis. Tu convertis à l'idée d'un pouvoir royal, des convertis à l'idée d'un pouvoir chrétien. En devenant un roi chrétien légitime aux yeux de Dieu, eh ben en fait, tu administres un peuple très facilement. Jésus devient pour eux... Le droit divin, ça apparaît plus tard. Ça se développe sous les... Si Clovis choisit le christianisme, ce n'est pas pour sa spiritualité, c'est pour son efficacité. Comme Constantin, il se convertit parce que ça marche. Le Christ a exaucé son vœu de victoire. Saint Rémy va alors enseigner le catéchisme à Clovis. Sa conversion va prendre un peu de temps parce que Clovis ne veut pas perdre le soutien de son peuple qui croit encore au Dieu germain. Je crains que mon peuple ne veuille pas abandonner ses dieux. Son peuple. Mais la population gallo-romaine est déjà majoritairement chrétienne. Seuls les Francs, qui représentent quelques milliers d'hommes, ne le sont pas. Ce que cela nous dit, c'est que d'évidence, ce roi est largement, très largement, étranger à sa population. Oui, il est défavorable. Quand la population est même défavorable. Pense peuple. Clovis pense à son armée, il pense à son gang, oui. Pas au futur français, dont l'opinion n'a visiblement aucune espèce de valeur pour lui. Et un jour, entre 496 et 511, peut-être le 24 décembre 505, on ne sait pas, Clovis est baptisé en compagnie de... Le seul mérovingien dont se souviendra vraiment la postérité est Dagobert Ier, le bon roi Dagobert. Ah, Dagobert, le slip à l'envers. Son règne est court, une dizaine d'années, entre 629 et 639. On possède peu de documents, peu de sources, aucune lettre, quelques procès-verbaux, quelques chroniques. Alors pourquoi lui? À cause de la comptine, bien sûr, qui date du XVIIIe siècle et sera perpétuée tout le long du XIXe. On a plusieurs hypothèses concernant son origine. On pense qu'elle servait initialement à moquer Louis XVI. Mais ce n'est peut-être pas la seule raison de son succès. La comptine est d'abord apparue dans le sud de Châteauroux, une région marquée par la présence de Dagobert. Il y a un pont de Dagobert, des étangs de Dagobert. Et il est le premier roi à se faire ensevelir dans l'abbaye de Saint-Denis. Que sait-on de lui? Pas grand-chose. On sait quand même qu'il traite bien les pauvres. Il avait causé une vive joie aux pauvres en les traitant avec justice, peut-on lire dans la chronique de Frédéguerre. Il faisait montre, quand il jugeait entre grands et pauvres, d'une telle justice qu'on pense bien qu'elle dut en tout point plaire à Dieu. Là n'intervenait aucune corruption ni faveur personnelle.
Empli de ce désir d'être bon, il ne fermait pas l'œil ni ne mangeait, tant il portait attention à ce que tous ceux qui avaient été en sa présence ne s'en retournent qu'après avoir reçu justice. Eh, c'est un bon gars un peu. Mais il a mis son slip à l'envers. Il est un peu con, mais il est gentil. Dagobert n'est pas un très grand conquérant. Mais cela peut s'expliquer par le fait qu'il apparaît dans un pays franc déjà relativement unifié. Oui. Ah, et il a beaucoup de concubines. Ouais, mais en fait, Dagobert, il est trop stylé. En fait, il s'amusait bien, ce gars. Il était sympa avec les gens et il baisait. Abandonné au-delà de la mesure à la débauche, écrit également Frédéguerre, il entretenait principalement 3 femmes pareillement à des reines et de très nombreuses concubines. Après cela, cependant, puisse cela lui avoir été compté en vue de la vraie récompense, il distribue encore l'aumône aux pauvres avec une largesse au-delà de la mesure. Bon, ça aussi l'Église saura s'en accommoder, en le menaçant régulièrement de l'enfer pour ses licences. Selon une technique déjà bien éprouvée de culpabilisation, elle fera payer au bon roi Dagobert sa débauche par un nombre conséquent. Oublié s'il n'y avait pas eu à son sujet une controverse dans les cercles intellectuels allemands avant et pendant la période nazie. Certains sympathisants nazis voulurent faire des victimes du massacre de Verdun des défenseurs des croyances traditionnelles de l'Allemagne. Hermann Gauche, par exemple, qui plaidera pour un monument à la mémoire des victimes, ou l'idéologue Alfred Rosenberg, multipliant les attaques contre Karl le boucher des Saxons. Mais Hitler exigera de Rosenberg qu'il cesse de diffamer Charlemagne. Bah oui, c'est quand même un conquérant de zinzin, quoi. Et Goebbels émettra des avis notoirement positifs sur Charlemagne en public. En 1942, le régime nazi célébrera même le 1200e anniversaire de sa naissance. Autre exemple de sa réhabilitation, le corps de volontaires français de la Waffen-SS, la division Charlemagne, sera nommé d'après, ouvrez les guillemets, le héros pan-germanique européen. Rosenberg avait une vision les nazis bandaient sur Charlemagne, d'où sa filiation avec les Germains. Naïve de ceux qui étaient nazis. En faisant exécuter 4500 saxons païens qui ne voulaient pas se convertir au christianisme, Charlemagne a été un très bon héros pan-germanique européen. L'Empire n'a jamais pris fin. C'est Eguénard, la vie de Charlemagne. La constante, c'est le décalage entre la parole de Jésus et l'application du christianisme. Dans le roman national, le baptême de Clovis, c'est quelque chose de très important. Là, d'un coup, on a des rois chrétiens. On a un roi chrétien, une succession de rois chrétiens. Mais il change absolument pas. Il n'y a pas un seul moment où il se dit que tuer quelqu'un, par exemple, c'est pas bien. C'est vraiment pas son idée. Ça lui pose strictement aucun problème de zigouiller toute sa famille s'il s'agit de grandir son territoire. Et ce qui est encore plus triste, parce qu'il a un côté sympathique, Grégoire de Tours. Quand on lit Grégoire de Tours, on se dit, bon, bah, il est paumé, ce pauvre gars. Il fait ce qu'il peut. Mais il est tellement campiste. C'est-à-dire qu'il croit tellement qu'il y a une différence entre les chrétiens et les hérétiques, les ariens, qui sont tellement peu différents en réalité, qui sont exactement le même type de bonshommes, que quand Clovis tue des ariens, alors c'est très très bien. Tandis que quand ses successeurs, ils se tuent entre eux, entre rois francs chrétiens, alors là par contre c'est une catastrophe et c'est la décadence. Mais c'est exactement la même chose. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qui est comique, qui a une dimension terriblement comique. Bon, sur le fond, c'est pas très drôle, parce qu'on se dit que si c'était juste entre eux, ce serait pas bien grave, ce serait juste, bon, bah, c'est juste des tarés qui s'entretuent. Mais en réalité, c'est des populations entières qui subissent ces guerres fratricides. Ce qui m'a le plus halluciné, mais au point où ça m'a quasiment à un moment filé une crise d'angoisse, parce que je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. C'est en fait ce truc très bizarre d'avoir un groupe très limité de francs placés d'abord par l'Empire romain pour diriger militairement des Troyens vaincus par les Grecs lors de la mythique guerre de Troie. Entendons-nous, à l'époque, et dans le texte d'Homère, l'Iliade, on ne parle pas de Grecs, mais d'Achéens, de Danaens et d'Argiens. Ils seront appelés les Grecs à partir de l'expansion de l'Empire romain. Et pour simplifier, nous les appellerons à notre tour, malgré tout, les Grecs. À partir de la fin du XIXe siècle, les archéologues situeront la mythique cité de Troie, aussi appelée Ilion, à l'emplacement de la ville d'Izarlik, au nord-ouest de la Turquie moderne. L'histoire de la guerre de Troie, située dans un passé très lointain, difficilement situable, part de l'enlèvement d'Hélène, l'épouse du grec Ménélas, par Paris, fils de Priam, le roi de Troie. Moi, j'ai des souvenirs de... Merde, comment il s'appelle? Brad Pitt. Délivrer Hélène, Agamemnon, le frère de Ménélas, fait le siège de Troie à la tête d'une coalition
qui comprend, entre autres guerriers, Ajax, Ulysse et Achille. Le siège va durer 10 ans et s'achèvera par la victoire de la coalition grecque et la destruction. À travers l'Iliade, quelque chose d'un savoir intime de l'être humain apparaît, un soupçon de cette réalité universelle qu'est le malheur, partagé par tous les hommes. C'est à peine si l'on sent que le poète est grec et non troyen, dit de son côté Simone Veil, dans l'Iliade ou le poème de la force, un texte écrit entre 1939 et 1940. Les auditeurs de l'Iliade savaient que la mort d'Hector devait donner une courte joie à Achille, et la mort d'Achille une courte joie aux Troyens, et l'anéantissement de Troie une courte joie aux Achéens. Alors naît l'idée d'un destin sous lequel les bourreaux et les victimes sont pareillement innocents, les vainqueurs et les vaincus, frères dans la même misère. Le vaincu est une cause de malheur pour le vainqueur, comme le vainqueur pour le vaincu. C'est évidemment au cœur même de cette ambivalence qu'a pu être adopté par une si grande partie de l'humanité le culte du Christ en croix. Jésus a échoué en apparence dans sa guerre de libération de la Judée de la domination romaine. Il a échoué matériellement. Sa parole n'en a pas moins une portée émancipatrice. Elle délivre, s'il sait l'entendre, l'homme de la plus affreuse des illusions, celle de la valeur spirituelle de la victoire matérielle. Et oui, c'est ça, ça veut dire qu'en fait, créer ce mythe de ces descendants de l'Iliade qui ont été vaincus et qui du coup ont pu se réfugier, bah, c'est toujours ce truc de... regardez, ce sont des vaincus en fait, ils prennent vengeance en fait, ils ont raison, l'histoire leur donne raison. Cette valeur même que tente de nous vendre Eusèbe de Césarée lorsqu'il parle de Constantin à Pont-Milvius et Grégoire de Tours lorsqu'il raconte la victoire de Clovis à Tolbiac, en disant que ces victoires auraient été données par Dieu à ses champions. Mais l'amour pour la figure de Jésus, comme l'identification au personnage d'Homère, montre que dans le secret de leur cœur, les hommes n'ont pas vraiment cru à cette craque. C'est une sensibilité qu'on ne retrouve pas si facilement dans les autres grands textes classiques de notre civilisation. Ni l'Énéide de Virgile, ni la chanson de Roland, où pourtant on ne suit Charlemagne que lors d'une bataille perdue, celle de Roncevaux, ne dégage une aussi grande humanité que...